Bonjour à tous, bienvenue sur ce live, bienvenue sur la revue de psychologie positive du jeudi matin. On va commencer tout de suite avec, et voilà, avec nos trois articles du jour. Trois articles du jour, hop, j'essaie de me recentrer par rapport à la cam, voilà. Bonjour, aujourd'hui on va parler de quoi? On va parler pas mal de stress et on va aussi parler un petit peu d'argent et de sens au travail. Voilà pour les thématiques. Trois articles. Alors, j'ai été regarder les articles de recherche, évidemment, derrière, mais on va parler des articles. On va travailler avec des articles de vulgarisation. Et histoire d'être cohérent, on va commencer par un premier article qui parle du sens au travail et hop, du sens au travail et de l'argent. Alors, je vois que vous entendez pas trop la musique, je remonte un petit peu la musique. Ah oui, c'est bon. Alors, petit réglage, comme d'un petit fond musical. Voilà. Donc cet article-là, qui a été publié par un... Là, on parle de l'article de vulgarisation, qui a été publié par un docteur en psychologie. Il parle d'un article qui est l'article de Ward, hop, que vous avez, dont vous avez la référence ici. Choosing money over meaningful work, examining relative job preferences for high compensation versus meaningful work. Donc en gros, choisir l'argent plutôt qu'un travail qui a du sens. Et c'est l'étude des préférences d'emploi avec une compensation financière importante plutôt qu'un travail qui a du sens. Alors qu'est-ce que c'est que cette étude qui a été publiée? Elle s'intéressait donc au choix des gens. Qu'est-ce qui se passe en fait quand on doit absolument choisir entre un travail qui a du sens et un travail où on gagne très bien sa vie? Voilà. Parce que très souvent, évidemment, si vous posez la question aux gens, ils vont vous dire bah, je préfère un travail qui a du sens et où je gagne très bien ma vie. Évidemment. Là, on a des choix imposés qui sont faits, des choix qui sont imposés aux gens, ils sont obligés de faire un choix entre deux situations. C'est un peu des tu préfères, mais avec des trucs pas absurdes. Euh, j'épargne le titre de l'article dans le chat quand même avant d'aller un peu plus loin. Alors, bien. Hop là. Tac. D'ailleurs, c'est vrai que je ne l'ai pas fait. Je vais en profiter pour faire un petit tweet. J'oublie à chaque fois de tweeter que je suis en live. J'ai pas vraiment les réflexes. Hein. Hop. Hop là. Excusez-moi, hein, je suis un petit peu lent ce matin, mais on arrive fort, on arrive très très fort. On arrive très très fort. Tac, c'est parti. Alors, donc cette étude elle a été publiée en 2023. Et ça a autant. Il y a eu plusieurs phases en fait, hein, on va le voir, où on a interrogé des étudiants, interrogé des gens qui avaient déjà une expérience professionnelle importante, etc. Euh, et donc, par exemple, le premier choix qui a été fait dans la première étude de cette recherche scientifique, là, cette publication, on a soit un taf où on a pas beaucoup de sens mais on gagne bien sa vie, 75 000 dollars par an, ou alors on a un job où on gagne moins bien sa vie, 40 000 dollars par an, en sachant qu'on est tout ça c'est aux États-Unis. Donc
voilà, 40 000 dollars par an, mais on n'a pas forcément d'intérêt dans son travail. On ne trouve pas d'intérêt dans son travail. Donc il faut dire que c'est aux États-Unis. On est sur des étudiants, donc évidemment on n'est pas sur les salaires minimum pour les États aux États-Unis où il y a un salaire minimum, c'est pas toujours le cas. Et puis aux États-Unis, il faut se dire que quand vous avez 40 000 euros, après vous avez peut-être des avantages d'assurance, etc. Mais ça dépend du pack. Donc 40 000 dollars aux États-Unis, c'est pas 40 000 euros en France, tout à fait. Mais bon, c'est quand même pas le salaire minimum, hein. Et donc pour les étudiants, c'est d'abord l'argent plutôt que le sens. 85% choisissaient plutôt un travail avec une paye élevée et un sens bas plutôt que l'inverse. Donc ça, première chose à tirer de cette étude-là, c'est qu'on constate que, en fait, malgré tout ce qu'on peut dire sur la nouvelle génération, etc., en Occident en général, la notion de sens, alors après les populations américaines et françaises sont différentes, hein, bien sûr, mais la notion de sens, ok, mais bon, c'est pas si majoritaire que ça. Voilà. Alors peut-être qu'il y a 30 ans, on aurait peut-être eu 85%, on aurait eu 95% de gens qui choisissent l'argent plutôt que le sens. Peut-être. Mais en tout cas, voilà, on retrouve ce chiffre-là, c'est intéressant de le souligner. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a une deuxième étude qui a regardé ce que des employés, des gens qui avaient un peu plus d'expérience, pensaient de ça. Donc là, c'est des étudiants qui sont à MBA. Alors les MBA, c'est Master of Business Administration, qu'on a aussi dans des écoles de commerce en France parfois. C'est en fait des masters qui sont faits pour des gens qui ont déjà une carrière, 10, 20, 30 ans, et qui, en gros, veulent se payer une formation entre professionnels d'une université ou d'une école particulière pour la mettre sur leur CV. En gros, c'est un peu ça, hein. Donc on est quand même sur une population bien spécifique aussi en termes enfin, en termes de gens qui ont une expérience professionnelle. C'est pas des ouvriers à la chaîne, hein, bien sûr, mais en tout cas, c'est des gens qui ont de l'expérience forcément. Et c'est des gens qui sont dans une démarche de repasser un diplôme pour leur carrière, etc. Donc c'est des gens qui sont dans une démarche de questionnement aussi, probablement un peu par rapport à leur carrière, ou de validation de certains trucs. Des fois, c'est pour une promotion interne. Et donc là, plutôt que... C'est là où il y a un peu des limites aussi, c'est que plutôt que de leur dire, ben voilà, c'est soit tant, pour éviter des problèmes, parce que en fonction de là où ils viennent, les salaires sont pas les mêmes, on leur a donné le choix entre un job qui avait beaucoup de sens, mais qui allait payer moins, et un job qui avait un très très haut salaire, mais qui avait moins de sens. Et quand on les oblige à choisir, on a 57% des gens qui choisissent un job qui est très bien payé plutôt que un job qui a du sens. Donc là, on voit que quand même le shift est important. Il y a moins de gens qui choisissent l'argent avant le sens. Alors, bon, on est sur encore une fois une population spécifique, un MBA, qui a priori gagne bien sa vie, qui est dans une phase où elle repasse un diplôme pour valider des choses, pour une promotion interne ou pour faire autre chose, pour se reconvertir ou pour voilà, faire une deuxième phase de carrière, qui a déjà probablement très bien gagné sa vie et qui a une phase où il est assez logique, en tout cas, enfin, c'est pas déconnant, qu'il y ait plus de gens qui se disent que le sens est plus important que l'argent, puisqu'en fait l'argent ils l'ont déjà. Ils l'ont déjà eu. Donc voilà, c'est pas. Là aussi, c'est pas une surprise. Là où c'est plus intéressant, c'est quand on regarde enfin, la troisième partie où on a en fait des employés de manière générale, des travailleurs de manière générale, et on leur demande ce qu'ils s'attendent en termes de salaire d'un job. Et donc ces salaires étaient liés à ce qu'ils gagnaient actuellement. Et donc, en gros, après, on leur a proposé de choisir entre un job qui payait très bien, mais qui avait moins de sens. Donc très bien, c'était 25 000 dollars de plus que ce que eux gagnaient, et un job qui payait moins, mais qui avait du sens. Et là, qu'est-ce qu'on a?
quand les gens gagnent moins, les gens préfèrent un travail qui paye beaucoup, mais qui a moins de sens, alors que ceux qui gagnent très bien mieux leur vie, en fait, préfèrent le sens plutôt que l'argent. Encore une fois, c'est assez logique. Euh, et donc là, voilà, c'est ce qui est expliqué après aussi dans l'étude et ce que reprend ici l'auteur de l'article de vulgarisation. C'est que quand, en fait, on a déjà de la thune, quand on gagne déjà très bien sa vie, la question de l'argent n'est plus une question. Alors, peut-être la question de gagner, si on vous dit vous allez gagner 50% de moins, la question se posera peut-être, mais si on dit vous gagnez un peu moins, vous avez déjà très bien gagné votre vie, vous gagnez déjà actuellement très bien votre vie, vous allez gagner un peu moins, mais vous allez avoir un job qui a vraiment du sens, les gens sont évidemment prêts à faire l'effort, surtout quand ils ont de l'expérience. Mais quand vous gagnez pas très bien votre vie, vous êtes au SMIC ou un peu au-dessus, on vous dit vous préférez gagner 2 fois plus d'argent et avoir pas beaucoup de sens, en supposant que leur job actuel avait déjà un sens très élevé pour eux. Alors, c'est pas parce qu'on gagne pas bien sa vie que le job qu'on fait n'a pas de sens pour soi, hein. Attention, je dis pas ça. Mais il y a aussi, parce qu'il y a des bullshit jobs très bien payés, hein, mais bon, on a quand même des gens qui font quand on gagne moins bien sa vie, des jobs qui peuvent être plus fatigants, qui peuvent être plus éreintants. Heureusement, si on y trouve du sens, tant mieux, parce que ça permet aussi de le faire, ce job, de tenir la route, mais voilà, on a quand même cette problématique-là, et c'est pas déconnant que quand on gagne pas bien sa vie, on se dise, bah oui, mais ça me changerait la vie, en fait, si je gagnais... avoir moins de sens au travail, finalement, peut-être que ça changerait moins ma vie, ou peut-être que j'en ai déjà pas, donc ça change rien. Par contre, gagner 2 fois, 3 fois plus d'argent, là oui, ça change radicalement ma vie, et j'aurais une meilleure qualité de vie. Des fois, on se trompe, hein, ça dépend du job en question, mais faut voir concrètement, quoi. Parce que donc, voilà, et c'est la conclusion des auteurs de la recherche aussi, c'est que euh, les gens font l'association entre le bien-être et le fait de gagner beaucoup plus d'argent. Parce qu'en fait, on s'inquiète moins sur ses finances, on a une vie plus confortable, on gagne mieux sa vie, enfin voilà, on peut se payer des trucs, on n'a pas le problème de payer les factures à la fin du mois, etc., etc. Et deuxième explication avec ça, c'est qu'il y a des différences individuelles, c'est-à-dire qu'il y a aussi des gens qui valorisent beaucoup plus l'argent que le sens au travail, et d'autres qui ont besoin absolument d'un travail qui a du sens plutôt que de bien gagner enfin plutôt que de très bien gagner leur vie. Donc il y a aussi des préférences individuelles, et on n'aura jamais évidemment 100% d'un côté ou de l'autre, et c'est pas déconnant. Euh, c'est pas déconnant que quand on est jeune, on n'a pas beaucoup d'expérience professionnelle, on se dit bah oui, ça va être, enfin c'est pareil, en fait on passe d'une situation, alors à moins d'être d'une très bonne famille et d'avoir 10 000 euros d'argent de poche par mois, mais on passe très souvent quand on est étudiant d'une situation financière pas simple, alors et même si on a les parents derrière, etc., c'est pas non plus l'aisance absolue, à un emploi où on va gagner sa vie. Donc évidemment, quand on nous dit, quand on est étudiant, qu'on gagne pas bien sa vie, et qu'on nous dit, aux États-Unis, quand on est endetté en plus, hein, parce qu'il faut aussi se mettre ça en tête, hein, qu'on est endetté, qu'on dit tu choisis quoi? Un travail où tu vas très bien gagner ta vie, peut-être un peu bullshit, au pire tu fais ça pendant quelques années, ça c'est moi qui le rajoute, mais c'est ce que les gens peuvent se dire éventuellement, et ça te permet de rembourser ton prêt étudiant, ça te permet de mettre de l'argent, éventuellement de mettre de l'argent de côté, mais bon d'abord de rembourser ton prêt étudiant, et de te faire une expérience, etc. Mais tu auras un peu moins de sens, mais tu tankes pendant, admettons, 5 ans, tu vois. Ou tu préfères un truc qui a vachement de sens, mais où tu vas pas bien gagner ta vie, et puis alors ton prêt étudiant, tu vas te le traîner pendant 40 ans. Bon. Il y a aussi ça à prendre en compte. Donc, je pense que par rapport aux jeunes, il y a un ensemble de paramètres qu'il faudrait reproduire dans d'autres pays pour voir un petit peu quel est le profil. Parce qu'un étudiant aux États-Unis, encore une fois, c'est pas un étudiant français, pour plein de raisons. Donc voilà. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que dans toute la démarche de bonheur au travail, de happiness officer, toutes ces choses-là, c'est bien, hein, le bien-être au travail, la qualité de vie au travail, c'est très très important. Mais, à un moment donné, il faut aussi payer les gens. Et donc, se dire qu'il n'y a que le sens qui compte, etc., dans certains excès, hein, dans certains domaines, par exemple dans les startups, où on demande un investissement de fou, de faire des heures sup, de participer au projet, alors qu'on n'est pas fondateur, que quand le projet va faire des millions, notre salaire va pas augmenter, etc., c'est un petit peu aussi abusif, pour le dire avec un euphémisme. Parce qu'en fait,
à un moment donné, le salaire, c'est indépassable. C'est-à-dire que la qualité de vie au travail, c'est hyper important. Mais si vous payez les gens comme des chiens, s'ils font des heures sup et qu'ils ils ont pas de salaire, et même s'ils ont de la reconnaissance, c'est important, la reconnaissance verbale, merci, etc. C'est pas anodin hein, de dire merci aux gens, mais à un moment donné, il faut aussi le dire avec du cash, quoi. Parce qu'en fait, on vend une force de travail, on est salarié, on vend du temps de vie, et c'est bien d'avoir des remerciements, et c'est important d'être reconnu verbalement, d'être mis en avant, etc. Mais c'est aussi important que ça se manifeste par de l'argent, par des primes, par une augmentation de salaire, etc. Donc voilà. La conclusion, c'est qu'en fonction des populations, le rapport argent-sens au travail, il va évoluer, en fonction des différences individuelles aussi, mais que de toute façon, les deux éléments sont importants d'une manière générale dans la population. Voilà pour ce premier article. Je me permets de vous couper rapidement la webcam parce que je vais me moucher et donc je vais vous épargner, ça tout simplement. Mais je suis là, pas de panique. Et on reprend avec, baisser un peu la cam parce que j'ai l'impression de, hop là, avec deux articles qui vont traiter du stress. Alors tiens, on va déjà commencer par cet article-là. Ça sera euh, un peu plus sympa. Hop là. Alors allons-y. Allons-y. Que nous dit cet article? Donc article. Hop là. Tac. Notre relation au stress qui évolue au cours de la vie. Allez, hop là, message épinglé, c'est parti. Donc, le stress, qu'à un moment donné on qualifiait de mal du 21e siècle, enfin, qu'est-ce qui n'a pas été qualifié de mal du 21e siècle? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça en fait partie. Et donc le stress, évidemment, c'est un processus qui est psychophysiologique, qui a un impact sur notre système immunitaire, qui a un impact sur notre psychologie, sur notre physiologie, qui est lié aux émotions, et qui peut même avoir un impact sur notre durée de vie, notre espérance de vie, en fonction de la fréquence et du type de stress qu'on rencontre. Petit rappel, on a 3 types de stress quand on fait une catégorisation simple. On a le stress ponctuel ou aigu. Vous êtes stressé par une situation donnée à un moment donné. Admettons, vous devez sauter à l'élastique. Vous avez un stress aigu. Voilà. Deuxième type de stress, le stress épisodique. Un stress qui se présente régulièrement dans des situations similaires. Donc typiquement, vous avez du stress quand vous parlez en public. C'est un stress épisodique qui revient à chaque fois que vous parlez en public. Alors le stress épisodique, il peut aussi revenir de manière plus régulière, automatique, quand c'est lié à des situations plus générales. Et puis après, on a le stress chronique, c'est un stress qui s'installe où les situations stressantes sont tellement fréquentes et reviennent tellement souvent que en fait, on va être dans quelque chose de chronique, et donc là, ça va avoir des conséquences à long terme sur l'état de santé mentale et physique. Et évidemment, le stress chronique, c'est extrêmement dommageable pour les individus. Alors, ça c'est pour la présentation générale. Maintenant, la question de l'étude là qui est dont parle cet article, qui a été écrit par qui d'ailleurs? C'est une bonne question. Il a été écrit par une docteure en psychologie, Jill Suttie, et l'article auquel elle fait référence, c'est cet article que je vais vous afficher maintenant. Donc, des changements longitudinaux dans le stress quotidien sur 20 ans chez les adultes. Voilà. C'est les résultats d'une étude nationale sur des expériences quotidiennes
Donc cette étude, elle a été publiée en mars 2023 par Almeida et collaborateur Almeida qui est interviewé aussi en partie dans l'article. Voilà. Donc si ça vous intéresse, vous avez l'étude ici, je vous remets le lien dans le chat. Voilà, donc cette étude, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a regardé des schémas de stress, comment le stress fonctionnait chez des adultes de tous les âges, et elle a découvert, conclusion rapide, que la manière dont on gérait le stress évoluait avec l'âge et que c'était plus facile de gérer le stress quand on vieillissait. Donc moi, par exemple, qui suis un vieux débris, je dois mieux gérer le stress que quelqu'un qui a 18 ans. Voilà, c'est un peu la tendance. Donc c'est une bonne nouvelle. Sachez que, d'une manière générale, plus vous allez vieillir, plus vous avez de chances de mieux gérer le stress. C'est une compétence qu'on développe avec le temps, avec l'âge, le fait de gérer le stress. Voilà. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement dans l'étude? Pardon, moi je m'éloigne un peu du micro parfois, mais qu'est-ce qui s'est passé exactement dans l'étude? Dans l'étude, on a 1400 adultes qui ont été pris de l'étude nationale des expériences quotidiennes. Alors qu'est-ce que c'est? C'est pareil, je vous affiche un petit peu ça. C'est une étude, alors souvent des bases de données qui sont faites par des instituts publics et dans lesquels les chercheurs peuvent piocher. Donc c'est de la collecte de données en fait qui est régulière avec un ensemble de protocoles, avec un échantillon, etc. Pardon, hop, je reviens à l'article. Et donc qu'est-ce qu'on fait dans cette étude? On suit des Américains dans leur vie quotidienne et on regarde un petit peu comment ils vont mentalement et physiquement. On les interroge tous les jours, 8 jours de suite, et on leur demande s'ils ont fait l'expérience de stresseur chaque jour où ils sont interviewés. Alors ça peut être le fait d'avoir une dispute ou d'en éviter une surcharge de travail, un bug informatique, de la discrimination, etc., etc. Il y a plein de choses qui sont évoquées par les gens. Et ensuite, on leur demande comment ils se sentaient ce jour-là, en termes d'émotions positives et négatives. Ces interviews-là, enfin ces questionnements-là sont répétés, donc c'est 8 jours d'affilée tous les jours, tous les 9 ans, sur une période de 20 ans, auprès d'adultes. Et donc on va avoir ça plusieurs fois, et on a en fait des adultes différents tous les ans qui sont interviewés, donc on a comme ça une cohorte, alors, avec un suivi longitudinal, mais c'est pas que les mêmes personnes qu'on suit, on a plusieurs groupes qu'on va suivre comme ça au fur et à mesure du temps. Et donc ça donne pas mal d'informations riches sur le stress dans la vie quotidienne et comment les gens gèrent avec le temps qui passe. Voilà. En fait, on associe les émotions ressenties aux stresseurs, au type de stresseur. Comment est-ce que les gens gèrent cela? Est-ce que les émotions, elles ont un impact sur plusieurs jours? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on constate d'abord? C'est que, évidemment, quand on est stressé, le bien-être baisse. Là, il fallait bien au moins une étude sur 1200 adultes, 1400 adultes pour découvrir ça. Bon, ça, c'est l'évidence, mais c'est toujours bien de le reconfirmer les effets. Et ensuite, ce qui a été constaté, c'est surtout que les gens avaient moins de jours stressants et géraient mieux leur stress au fur et à mesure de leur avancée en âge. Et donc, autour de 40 ans, le midlife, c'est à peu près ça, 35-40 ans, les gens ne s'amélioraient plus. C'est-à-dire qu'en fait, vous avez moins de stress, d'une manière générale. Une meilleure manière de gérer le stress. Donc, c'est-à-dire que les effets des stresseurs sont moins importants et durent moins longtemps quand on avance en âge. Mais au bout d'un moment, cette amélioration-là va plafonner. C'est-à-dire qu'à peu près autour de la moitié de l'espérance de vie, donc 35-40 ans, on va dire, autour de 40 ans, on n'a plus d'amélioration sur la gestion du stress. Même si le nombre de jours de stress baisse, c'est-à-dire que on est moins exposé au stress, mais notre manière de gérer le stress peut plus s'améliorer.
d'une manière générale. Encore une fois, c'est une tendance générale. On peut avoir des cas particuliers. Donc, qu'est-ce que ça nous dit? En tout cas, c'est les conclusions du... Là, c'est Almeida, donc le chercheur principal de l'étude qui a été interviewé. Les conclusions, c'est que, et c'est ce qu'on retrouve évidemment dans le texte de l'étude, dans les discussions, c'est que les gens apprennent avec le temps, avec l'expérience, et que plus on a d'expérience, plus on a de chances et d'opportunités d'apprendre à gérer son stress. On a des trucs qui marchent, on teste des choses, on apprend. On a eu plusieurs fois l'expérience, par exemple, de parler en public, donc on sait peut-être mieux comment gérer ce type de stress-là, donc ça nous impacte moins, enfin ça a moins d'impact, pardon, que quand on est jeune et qu'on a moins d'expérience en la matière. Voilà, donc ça permet en fait de maximiser les choses, la gestion du stress. Alors il y a aussi une évolution dans les rôles sociaux, parce qu'en fait quand on est jeune, un jeune adulte, on est dans une phase de sa vie, ce qui est ici, où en fait on commence sa carrière, on cherche un job, très souvent on cherche aussi un partenaire romantique, on devient parent, en fait on apprend à, à être un adulte, en fait, adulting comme on dit en anglais, on fait l'adulte, et on apprend en faisant à gérer toutes ces responsabilités d'adulte, et donc évidemment c'est plein de stresseurs. Quand vous avez votre premier enfant, c'est évidemment beaucoup plus stressant que quand c'est le quatrième. En tout cas, ou alors c'est pas le même stress. Peut-être le stress de comment on va faire pour gérer ça au niveau de la thune, etc. Bon, en enfant, alors ça peut arriver par accident, mais on a le temps quand même de s'adapter, de se préparer. Donc voilà, mais c'est sûr qu'au fur et à mesure de la vie, on a plus d'expérience, donc on peut apprendre à mieux gérer le stress. Donc, pardon, je renifle un peu, mais la capacité à gérer le stress, donc elle augmente très rapidement au début de l'âge adulte, et puis en fait ça va continuer à augmenter jusqu'à la moitié de la vie, mais de manière moins importante. Donc en fait la courbe, on monte très très vite, pente très, très, très abrupte au début, et ensuite hop, ça va ralentir jusqu'à arriver à peu près un plafond un petit peu à la moitié de la vie. Alors ça, c'est la tendance générale. Bien sûr, c'est pas parce que c'est une tendance générale que tout le monde arrive à mieux gérer tous les stress en vieillissant. C'est pas juste un truc qui se fait automatiquement. On a aussi des adultes qui ont moins de rôles développementaux, ce qu'ils disent, donc de responsabilités. Par exemple, il y a des adultes qui restent célibataires, on a des adultes qui n'ont pas d'enfants, etc. Donc il y a des types de stress auxquels ils ne sont pas exposés. Il y a des adultes qui, par exemple, vous n'êtes pas forcément, ça dépend de votre job aussi, vous n'avez pas forcément d'exposition, vous n'êtes pas forcément en première ligne, et donc on peut avoir peut-être moins de stress par rapport à ça. Donc tout dépend en fait. Mais il y a quelque chose qui a un gros poids en termes de stress, c'est le fait de s'occuper de quelqu'un d'autre, par exemple d'un parent, notamment en fin de vie, qui a des problèmes de santé. Et ça, c'est aussi une des explications, selon les auteurs, pour lesquelles, en fait, la capacité à gérer le stress plafonne au bout d'un moment, c'est qu'après, on arrive dans une période de la vie où on doit, entre guillemets, ou en tout cas, on peut être exposé plus facilement au fait de s'occuper de ses parents, qui peuvent avoir un certain nombre de troubles de santé mentale ou physique, qui vont créer du stress de manière très particulière. Voilà, il y a aussi la dégradation des compétences physiques qui fait qu'on on va pas forcément améliorer plus notre capacité à gérer le stress. On a des nouveaux stresseurs, c'est-à-dire que on a des stress liés à notre santé physique qui se dégradent, etc. Alors heureusement, ça se fait pas tout de suite à 40 ans, mais c'est après, voilà, ça limite un petit peu les progrès puisque on rajoute des nouvelles choses qui sont parfois un peu constantes, des douleurs ou des choses comme ça. Et ensuite, on a aussi des différences en fonction du statut socio-économique, socio-démographique, on dirait en français plutôt. Les gens qui font moins d'études et qui ont un statut socio-économique moins élevé ont tendance à
à rapporter moins de stresseurs. Ce qui a surpris les chercheurs. Mais ces gens-là, ils ont moins de stresseurs, mais ils arrivent moins bien à gérer le stress. Moins de résilience. Alors, en fait, ils sont moins exposés au stress, selon cette étude-là. Encore une fois, on est aux États-Unis. Mais ils arrivent aussi moins bien à gérer ce stress-là. Autre chose surprenante, les femmes euh, ont moins de résilience les jours stressants que les hommes, mais les femmes ont aussi plus de jours où elles sont stressées. Voilà, petit fun fact de l'étude. Alors, je refais un petit... les allergies, ça pardonne pas. Je refais un petit break de caméra, je vous épargne ça. Alors, c'est quoi les explications pour les populations qui sont moins aisées et qui ont moins d'études et les femmes? Les hypothèses des auteurs, c'est que les gens qui gagnent moins d'argent, etc., ont peut-être moins d'opportunités de gérer le stress, parce que l'argent, ça permet aussi de gérer le stress hein, quand il se produit. Peut-être aussi parce que les exigences de leur boulot font que c'est moins facile à gérer, et peut-être que c'est aussi des stress qui sont plus durables, et donc c'est moins facile à gérer parce que c'est des choses qui durent. Et dans le cas des femmes, il y a aussi le côté elles gagnent moins d'argent en général, et donc il y a moins la liberté de faire des choses qui permettent de gérer le stress. Et c'est pareil pour les gens qui gagnent moins d'argent. Hein. Et donc, quand on a moins d'argent, c'est moins facile d'aller faire une retraite, de méditer, de partir en vacances, etc. Évidemment. Hein. C'est des bons conseils de développement personnel. Ils sont sympas, mais encore faut-il avoir le temps et l'argent pour ça. Et c'est pas forcément le cas quand on gagne pas très bien sa vie. Évidemment. Alors, autre chose de l'étude qui a été relevée, c'est que la résilience semble indépendante, peut-être indépendante du nombre de stresseurs, d'éléments stressants qu'on rencontre dans sa vie. Et autre chose aussi, c'est que avoir une vie sans stress, c'est pas forcément quelque chose de positif. Donc dans une autre étude de ces auteurs-là, ils avaient un échantillon dans lequel 10% des gens avaient zéro stress pendant leur étude. Pendant le temps de l'étude, il y avait des gens qui avaient zéro stress. Ça leur apportait des bénéfices, mais ils avaient une santé cognitive aussi moins bonne. Donc c'est important d'avoir aussi du stress, parce que c'est ça qui fait une vie riche, et aussi parce que, hypothèse des auteurs, quand on est stressé, on va voir les gens, et ça crée de l'interaction sociale avec d'autres personnes. Ça peut être un effet positif. Le ressentiment du stress, c'est ce côté, on partage des choses avec les autres, on partage nos difficultés, on échange là-dessus, et ça permet de créer des liens. Et puis même, avoir du stress, c'est aussi avoir des challenges, avoir des défis, parce que là, on met tout, hein. On met tout dans le même sac. On parle de stress en général. Entre le stress de je me fais agresser, ou je me fais insulter tous les jours au travail, et le stress de on m'a donné une grosse responsabilité sur un dossier et il faut que je la gère, et, euh, et ça me stresse, mais ça me stimule. On n'est pas tout à fait sur la même chose. Donc, une vie sans stress, c'est aussi une vie où on n'a pas beaucoup de défis, on n'a pas beaucoup de stimulation. Donc, il faut toujours un équilibre. Et la conclusion des auteurs, c'est que, en gros, c'est pas forcément le stress le problème. Alors évidemment, comme je disais au début, quand ça devient chronique, que c'est tout le temps, partout, c'est compliqué. Mais en fait, le stress, c'est pas forcément le problème. La question, c'est comment est-ce qu'on arrive à gérer le stress. Et on a plein d'interventions, d'outils, de méthodes qui existent, qui sont scientifiquement validées et qui marchent pour réduire le stress.
La question, c'est est-ce que les gens ont accès à ces méthodes-là au moment où ils en ont besoin pour gérer leur stress? Et si on arrivait aussi à diffuser plus ces méthodes, diffuser plus ces outils pour gérer le stress, qui peuvent être effectivement de la méditation ou même des recadrages, enfin il y a plein de choses qu'on peut faire, et donc il y en a pour tous les goûts, hein, en fait, dans les outils et pour toutes les situations, eh bien, on pourrait apprendre aux gens à mieux gérer ça, et donc avoir une meilleure santé mentale et physique grâce à cette meilleure gestion du stress. Donc la question, c'est pas tellement est-ce qu'il faut supprimer le stress, est-ce que on doit faire en sorte que les jeunes aient moins de stress et les vieux, entre guillemets, aient plus de stress. La question, c'est plutôt comment est-ce qu'on apporte les bons outils au bon moment aux gens qui sont soumis au stress, même si cette tendance, d'une manière générale, enfin cette exposition au stress, d'une manière générale, elle est moins importante avec le temps et que les gens arrivent à mieux gérer surtout le stress avec le temps. Donc en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que plus on vieillit, plus on arrive à gérer correctement le stress. Et tant qu'on parle du stress, une autre étude a été faite et a justement identifié une manière assez surprenante de gérer le stress. Alors je sais pas comment traduire en français. Enfin, alors grooming, si vous voulez, on parle de grooming, c'est chez les animaux, c'est le fait de s'épouiller. Le toilettage, ouais. Prendre soin de soi, on va dire ça comme ça en français, ok. Alors on va dire de soins. Je vais le dire comme ça dans le chat, hein. Comportement d'auto-soin et de nettoyage. Désolé, je fais beaucoup de E ce matin, mais on va essayer de s'améliorer. Alors, nouvelle étude, tac, qui est ici que je vous affiche immédiatement, et dont je vous mets le lien dans le chat immédiatement, et je vais épingler ça d'ailleurs, hop là. Non, pardon, là je vous ai mis la mauvaise, j'étais un peu rapide. Hop là, alors, donc, bon, c'est pas grave, je vais vous la mettre après, je sais qu'elle est dans le... Elle est là, en fait, je suis bête. Je suis idiot. Tac, 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 c'est ici. Elle est là, l'étude. Voilà. Donc, une étude qui a été publiée en 2022. Bon, elle est un peu plus ancienne. Je vous la mets là. Hop là. Ça, c'est... Je sais pas si je peux... Non, on peut pas supprimer. Bref, anyway. Donc, c'est mon dernier message. L'autre, ça n'a rien à voir. Donc, une étude récente, enfin de l'année dernière en l'occurrence, a montré une nouvelle manière de gérer le stress qui était efficace. En tout cas, a montré l'efficacité de cette manière-là. Donc, le coping, on utilise aussi ce terme-là en français. Ça veut dire quoi? Les stratégies de coping, c'est stratégies de gestion de stress. Donc, on sait, on a pu observer, c'était la première étude que j'ai mise, qui date un peu, mais il y a d'autres études qui ont été faites sur le sujet, que les animaux, quand ils sont stressés, en fait, ont très souvent des comportements de toilettage, en fait, et de nettoyage, quand ils sont stressés, spontanément. Et donc, une récente étude, publiée en... Alors, je sais pas pourquoi ils me disent que c'est 2023 là, alors que c'est 2022. C'est un peu bizarre cette histoire-là. La personnalité, c'est le lien. Bref. On est d'accord que c'est social. Parce que c'est l'étude que j'ai regardée, moi, oui, c'est ça. Ah, elle a peut-être été publiée version. Je sais pas. Bon, bref, peu importe la date de l'étude, ça a beaucoup d'importance. Dans cette étude-là, les auteurs ont montré que, en fait, le fait de procéder à d'avoir des comportements de nettoyage, même de manière simulée, avait un effet sur le stress. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans cette étude? Étude anglaise et américaine. Donc, première. Donc, dans cette publication, il y a plusieurs études. Pardon, première étude. On a plus de 1000 participants du Royaume-Uni.
de 38 ans en moyenne, qui ont regardé une vidéo qui provoquait, enfin qui était faite pour provoquer l'anxiété. C'est une vidéo sur quelqu'un qui saute à l'élastique, qui est hyper nerveux avant de sauter. Les individus dans le groupe contrôle, donc auquel on va comparer l'intervention, regardaient ensuite un clip émotionnellement neutre, donc comment écailler un œuf ou comment dessiner un cercle, et ceux dans la condition test regardaient, eux, une vidéo sur la manière de se laver les mains. Et ensuite, tous les participants complétaient un questionnaire. Dans l'étude 1B, on a eu la même chose, mais avec 1300 Américains. Donc ça, c'est la première étude. Une vidéo de stress, ensuite une vidéo neutre, ou une vidéo qui explique des comportements de soins, de toilettage, de soins personnels. Comment se laver les mains. Ensuite, on regarde les sentiments des deux groupes. Troisième étude, première étude, il y a une version américaine, une version anglaise. Ok, bon, on va dire que c'est la première étude. Deuxième étude, 400 Américains remplissent un questionnaire qui font une tâche qui provoque l'anxiété. Et ensuite, on les met dans deux conditions de manière aléatoire. Ils doivent lire les deux instructions suivantes. Donc la condition de toucher, où les gens doivent imaginer en train de se toucher les bras, le visage, le cou et leurs cheveux pour se tâter complètement. Et une condition de nettoyage où il faut que les gens s'imaginent en train de se nettoyer les bras, le visage, le cou et les cheveux de manière vraiment complète, avec de l'eau. Et ensuite, on mesurait aussi la même chose que dans la première étude, c'est-à-dire leurs sentiments, etc. Troisième, donc c'est l'étude, on va dire que là c'est la troisième étude, on a 74 Canadiens, donc là c'est beaucoup moins important. Donc là on a les participants qui arrivent dans le labo. On va avoir des mesures physiologiques. Plusieurs fois pendant l'étude, et des mesures psychologiques. Estime de soi, locus of control, locus donc de sentiment de contrôle. Locus of control, c'est quoi? Locus de contrôle, c'est en gros, il y a deux pôles, externe, interne. Quand vous avez un locus de contrôle interne, c'est que vous assumez la responsabilité des choses, vous dites que les choses dépendent de vous. Et si c'est à l'extrême, pensez que tout dépend de vous. Et vous avez le locus de contrôle externe, pousse à l'extrême, c'est rien ne dépend de moi, tout est aléatoire, c'est jamais ma responsabilité. Voilà. On leur fait ensuite passer le test de stress social de Trier. Voilà, donc qui consiste, donc c'est une tâche, c'est un test, hein, c'est une tâche qui consiste à provoquer du stress en s'imaginant en train de présenter quelque chose en public et de faire des tâches de calcul mental. Et ensuite, après le test, les participants doivent soit examiner une lingette antiseptique, soit l'utiliser pour nettoyer, quoi. Et ceux dans le groupe contrôle devaient juste regarder cette lingette. Et donc ensuite, on refait des mesures physiologiques, hein, donc la des battements du cœur, en fait, par rapport au stress, etc. Bon, pendant leur test, là où ils devaient parler, enfin, le test où on parle en public, en faisant un calcul mental, etc. Bref. Et qu'est-ce que nous disent toutes ces études? Donc, premières études où on a plutôt de la simulation, voir une vidéo de nettoyage, voir une vidéo neutre après une vidéo stressante, ou deuxième version, s'imaginer en train de se toucher partout dans le corps, sur le corps, ou de se nettoyer après
encore une fois, une situation stressante. Ou troisième étude, nettoyer, examiner quelque chose qui permet de nettoyer après une situation stressante ou juste le voir. Qu'est-ce qui se passe? En fait, quand on a, donc dans les premières expériences, une simulation visuelle de nettoyage, ça réduit l'anxiété. C'est-à-dire qu'il y a la vidéo stressante, et le fait de regarder une vidéo où on explique comment se laver les mains par rapport à une vidéo neutre, eh bien ça va réduire le stress. Deuxième étude, où là, en fait, on s'imaginait en train de se toucher ou de se nettoyer, de se toucher comme ça, voilà, machin. Eh bien, là, on a aussi un effet, c'est-à-dire que le fait de s'imaginer en train de se nettoyer, ça va réduire le stress. Et dans la troisième expérience, où on a un vrai comportement physique de nettoyage, alors pas de soi, mais de nettoyage autour, eh bien, enfin non, pas de nettoyage autour, pardon, je dis n'importe quoi, c'est une lingette non, c'est une lingette pour se nettoyer en fait. Eh bien, là, on va avoir un vrai comportement, c'est-à-dire que les gens ont vraiment eu le comportement et ont vraiment eu une situation aussi où ils étaient actifs, qui provoquait le stress, et on a mesuré leur réaction cardiovasculaire, c'est pour ça qu'on a aussi moins de personnes, parce que le protocole est beaucoup plus lourd. Eh bien, qu'est-ce qu'on va avoir? Ça permet d'améliorer l'adaptation cardiovasculaire, donc physiologique au stress, et notamment pour les personnes qui sont motivées pour la tâche, qui sont impliquées dans la tâche. Donc qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous dit que quand on est stressé, le fait de voir quelque chose lié au nettoyage, ou d'imaginer quelque chose en lien avec le fait de se nettoyer, ou de faire, ou de nettoyer, ça va avoir un impact physique, enfin physiologique et psychologique sur le stress. Même quand la source de votre stress, c'est pas lié à la saleté ou au désordre, au fait que vous soyez, vous dites ah mon dieu j'ai les cheveux sales, ça me stresse, voilà, même quand c'est pas lié à ça, quand ça n'a rien à voir, eh bien le fait de nettoyer, de se nettoyer soi ou de nettoyer autour de soi, ça va avoir un impact, ça va réduire le stress. Alors il y a évidemment un avantage, des bénéfices physiques, physiologiques et de santé au fait de se nettoyer, mais il y a aussi toute une symbolique qui est liée à ça, de pureté, etc. Il y a des rituels culturels, religieux qui sont liés à, à la pureté, au nettoyage, et donc il y a aussi toute une symbolique qui fait que ça a sans doute un effet sur le stress. En tout cas, c'est une des hypothèses aussi des auteurs, en plus des bénéfices de santé et du fait que même les animaux le font, donc on a aussi quelque chose de très physique, très physiologique là-dedans. Ça permet aussi d'améliorer la vision de soi, puisqu'on avait des tests là-dessus, hein. Donc en gros, on va avoir un effet de réduction du stress au niveau physiologique, au niveau physique. Ça réduit les menaces physiques, les menaces physiologiques et les menaces symboliques du stress. Donc c'est quand même intéressant comme stratégie de nettoyer. Peut-être que vous le faites, hein, quand vous êtes stressé, vous nettoyez chez vous, etc. Donc c'est bien parce que c'est une stratégie en plus à mettre dans l'arsenal de gestion de stress. On parlait de stress dans l'article précédent tout au long de la vie. Eh bien en plus de la méditation, du fait d'aller faire une activité qui nous plaît, d'échanger avec des amis, de se divertir, etc., etc. Eh bien, le nettoyage, c'est une très bonne manière aussi de gérer le stress, soit le fait de se nettoyer soit le fait de nettoyer aussi son environnement. Et là où c'est intéressant, c'est que c'est une stratégie qui n'est pas liée à la nature du stresseur. C'est pas lié du tout au type de stress auquel vous êtes exposé, ça marche aussi, quel que soit le type de stress auquel on est exposé. En tout cas, c'est indépendant du type de stress auquel on est exposé. Donc, c'est hyper intéressant d'avoir ça dans son arsenal en plus. Là, c'est validé scientifiquement, j'ai envie de dire. Alors, évidemment, si vous avez une phobie des germes, etc., c'est encore autre chose, parce que là, on peut virer à l'obsession. Mais dans une situation de stress classique, ça va être intéressant. Et donc, c'est bien de se l'ajouter à la boîte à outils, finalement, de gestion du stress.
si vous êtes stressé aujourd'hui, n'hésitez pas à faire un petit coup de ménage. Voilà, voilà ce qu'on peut dire sur cet article. Bien, il est 9h04. On a été pas mal efficace ce matin. Écoutez, c'est pas si mal que ça. On a parlé de stress donc, et puis d'argent et de sens au travail. Alors en ce moment, je vous épargne un peu les articles scientifiques directement. J'en ai quelques-uns aussi en stock. J'essaye de faire, de voir aussi quelles sont les thématiques les plus intéressantes pour vulgariser, parce que tout n'est pas forcément hyper parlant pour tout le monde. Donc voilà, mais en tout cas, des articles intéressants sur le stress, le sens du travail, qui feront un petit peu avancer les choses, et qui, j'espère, vous donneront quelques éléments supplémentaires. Non, pardon, c'est pas ça que je voulais mettre comme scène. On va plutôt passer à cette scène-là. Je remercie, pardon, pour du mal en ce moment. Hein. Désolé, je suis un peu fatigué. Donc merci aux personnes qui sont passées dans le chat ce matin. Merci aux gens qui verront le replay sur YouTube dans quelques semaines. Je vous rappelle d'ailleurs qu'il y a une chaîne de replay, hein, tout qui est disponible sur YouTube. Enfin, qui est disponible sur YouTube. Il y a une chaîne où on a tous les replays, les VOD, donc pareil Bastou, hein, que vous retrouverez. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Faut pas hésiter donc à suivre cette chaîne-là, à suivre la chaîne, à follow la chaîne si vous voulez être mis au courant. Pour l'instant, j'essaie de garder ce rythme-là sur la psychologie positive, la revue psychologie positive. Cet été, j'espère, j'aurai un peu plus de temps, et donc j'espère pouvoir faire un peu plus de stream jeux vidéo aussi. En ce moment, c'est compliqué le mois de juin, mais on avance. Et puis voilà, donc d'autres formats aussi, pas que jeux vidéo. Il y a plein de formats que j'ai préparés pour Twitch que j'ai pas encore lancé parce que j'ai pas le temps et qu'il faut écrire des articles pour le blog et faire des vidéos et faire des podcasts, etc. Donc j'essaie de faire un peu au max ce que je peux pour pas m'éparpiller. Mais en tout cas, au plus tard, et je pense pas restreamer avant, je vous retrouve jeudi prochain pour une nouvelle revue de psychologie positive. La dernière ou l'avant-dernière de juin, je sais plus trop, l'avant-dernière probablement. Et puis écoutez, d'ici là, passez une bonne journée, passez une bonne fin de semaine. Et puis moi, je vous retrouve la semaine prochaine pour reparler de psychologie positive. Bonne journée et à plus tard. Ciao.